Bienvenue à ce MOOC gratuit. Et donc, je remercie déjà tous mes partenaires de m'avoir épaulé pour pouvoir sortir ce MOOC assez complet et au fur et à mesure de l'actualité. Donc, vu que tous les jours, ça change, on est vraiment là pour essayer d'accompagner ceux qui sont professionnels de la paye et puis qui font aujourd'hui des payes dans des situations un petit peu de télétravail. Donc, c'est parfois difficile d'avoir des réponses aux questions. Donc, on va essayer de vous apporter notre analyse, en tout cas, et en espérant que ce MOOC vous aide. Donc, on va commencer par se présenter et puis ensuite, on va faire un format questions-réponses sur l'actualité paye du moment. Alors, Julie, je te laisse si tu veux te présenter. Eh bien, je suis Julie Villefranque, je suis formatrice spécialisée dans la paye. Mon kiff, moi, effectivement, c'est la paye. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans en cabinet d'expertise comptable comme responsable de pôle paye. Je continue à faire un petit peu de paye et puis à côté de ça, donc, je fais de la formation essentiellement en Occitanie, dans le sud-ouest, mais aussi de plus en plus en visio et en ligne. Voilà, donc je suis ravie d'être avec toi, Sandrine, avec toi, Amandine, et je te remercie de nous avoir invités à partager ce moment avec toi. Merci, Julie. Et donc, Amandine? Bonjour, donc Amandine, je suis en Bretagne, un peu comme Julie, j'ai un parcours en cabinet comptable et précédemment en organisme de formation. Donc pour le coup, je fais des formations paye, droit social, épargne salariale sur toute la France. Mais mon cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement paye RH des dirigeants de TPE, PME et des équipes paye qui auraient des questions ponctuelles sur des problématiques ponctuelles. Merci Sandrine de nous avoir invités et ravie de rencontrer Julie. Également. Avec plaisir. Donc, moi, je suis Sandrine Leslis, donc je suis gérante de l'organisme de formation Concrète Paye. Donc, pareil, je suis issue des terrains, 15 ans d'expérience dans la paye, donc cabinet comptable, grande entreprise. Donc, c'est comme vous une passion. J'ai commencé en fait la formation en 2016 et j'ai créé une plateforme e-learning en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de 100 modules en paye, donc destinés pour l'instant aux organismes de formation. Donc, ils sont en location comme ça sur plein d'organismes de formation de toute la France. Et puis, donc, du coup, maintenant, c'est aussi tout ce qui est actualité paye. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon petit e-learning paye. Alors, du coup, on va faire ça en mode questions-réponses, un petit peu sur les mesures du Covid-19. Donc, étant donné que les textes changent tous les jours en ce moment. N'hésitez pas ensuite à revenir sur ce module. Il sera actualisé au fur et à mesure. Et puis, donc, avec Julie et Amandine, on s'est proposé de faire un petit webinaire d'ici une petite semaine, par exemple. On verra en fonction des textes, quand on est sûr que tout soit sorti bien calé. Donc, je n'hésiterai pas à vous redonner les liens pour que vous puissiez assister à ce webinaire. Donc, c'est parti pour les questions-réponses. Quelle différence entre le chômage partiel et l'activité partielle? On commence tranquille. C'est la même chose. C'est peut-être effectivement quand même pour éviter que des gens aient l'impression qu'ils sont au chômage et éviter ce terme-là. C'est vrai qu'activité partielle. Ok. On m'a posé la question des congés payés. Donc, est-ce qu'on peut imposer des congés payés avant de mettre les gens en activité partielle? Comment ça se passe? Donc, imposer des congés payés, c'est ce qui a été prévu par les ordonnances de la semaine dernière. Toutefois, pour pouvoir imposer des congés payés, il faut un accord collectif d'entreprise. C'est ça. Après, si on n'a pas d'accord, la seule possibilité qu'on a éventuellement, c'est de décaler des dates de congés qui ont déjà été prises dans le cadre, puisque la loi prévoit qu'effectivement, en cas de circonstances exceptionnelles, on peut modifier les dates de congés dans un délai inférieur à un mois. Ou le mieux encore, c'est de se mettre d'accord avec son salarié pour qu'il fasse lui-même ses congés. Voilà. Et donc, il y a eu la précision, effectivement, l'ordonnance, elle dit donc de 6 jours maximum avec 1 jour de délai de prévenance. Un jour franc. Un jour franc, oui. Un jour franc. Et donc, pendant qu'on... Oui. Vas-y, ce qui est intéressant quand même de rajouter, c'est que je m'interroge sur la pertinence de la réussite de parvenir à négocier un accord collectif en période de confinement. Mais ça, c'est un autre débat. Pour les forfaits annuels en jours, comment ça se passe tout ça? Ah, ça, c'est intéressant aussi. Les forfaits annuels en jours, on me pose beaucoup la question. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a des nouveautés prévues par l'ordonnance du 27 mars qui permet justement, qui confirme effectivement que les forfaits jours vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle et qui nous explique un petit peu comment ça va être calculé pour eux, notamment comment on va transformer les jours en heures. Mais qui nous précise également qu'il va falloir attendre des décrets
pour savoir exactement comment on va faire ce calcul de jour en heure. C'est ça, en fait, sur les forfaits jours. En fait, moi, je distingue 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'arrêt total d'activité sur une journée. L'arrêt total d'activité sur une journée était déjà prévu par les anciens textes. En fait, en cas de fermeture, c'était facile, c'était une journée, on n'en parlait plus. Là où on a des difficultés, c'est en cas de réduction horaire. Et en cas de réduction horaire, effectivement, cette ordonnance nous dit que les salariés en forfait jour sont toujours éligibles, sont à nouveau éligibles, je dirais, puisque c'était pas le cas avant. Ils n'étaient pas éligibles en réduction horaire. La question, c'est comment on va faire la conversion de ces journées en heures. Si on suit l'inspiration de la circulaire de 2013, on devrait nous dire que une journée, c'est 7 heures. Et affaire à suivre. Question par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale, est-ce qu'on proratise ou est-ce qu'on proratise pas ce plafond? Enfin, il y a l'article quand même du Code de la sécurité sociale, je vais vous le mettre ici, l'article R242.2, qui dit effectivement qu'on proratise bien le plafond. Donc, pour rappel, le plafond de la sécurité sociale, il est proratisé quand on a des absences qui sont totalement non rémunérées. Et puis après, voilà, il y a des exceptions, entre guillemets. En tout cas, les heures indemnisées au titre du chômage partiel, celles-ci, elles font pas obstacle au prorata du PMSS. Le salaire de référence, l'indemnisation. Alors là, j'ai presque envie de dire Amandine, je te laisse la parole parce que je sais que tu as travaillé là-dessus. Donc, sur le salaire de référence de l'indemnisation, vas-y, on t'écoute. Alors, sur le salaire de référence de l'indemnisation, effectivement, le Code du travail est très clair. Il faut prendre la base maintien congé payé. La base maintien congé payé, on lit le texte du Code du travail, c'est le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Donc, effectivement, par rapport à ce point-là, il faut bien faire attention au salaire que le salarié aurait perçu et c'est sur cette base-là qu'on va le calculer l'indemnisation. Néanmoins, toujours une question existentielle, c'est le cas d'un commercial. Pourquoi j'ai cette question existentielle? Parce que le cas d'un commercial, son salaire de base, c'est facile, oui, il rentre dans la base de calcul, mais normalement, ses primes, on va dire que ses primes, elles rentrent dans la base 10e. Sauf que s'il avait travaillé, il aurait nécessairement eu des primes, il aurait nécessairement eu des commissions, et donc, est-ce qu'il ne faut pas, puisqu'il aurait nécessairement eu des commissions, prendre la moyenne des 3 ou des 12 derniers mois de ses commissions et les réinjecter dans la base d'indemnisation? Si on raisonne effectivement comme la jurisprudence par rapport à la maladie, si je raisonne effectivement la jurisprudence par rapport à la maladie, elle me dit bien que le maintien de salaire maladie, ça doit bien être celui qui l'aurait perçu et donc que je dois prendre la moyenne de ces éléments variables. Donc, si je prends le même raisonnement, pour mon commercial, je dois effectivement adopter la même définition, bien que j'en suis pas complètement certaine. Je me plais à croire que le décret sur la gestion des VRP qui ne sont payés qu'à la commission pourra nous aiguiller sur la décision à prendre. Ah oui, oui. Oui, parce que là, j'avais aussi une personne qui me disait que finalement, en mettant les commissions du mois d'avant, son net à payer d'aujourd'hui était largement supérieur que le 100% habituel sur le mois. Donc, c'est plus… C'est pas logique, il ne faut pas prendre effectivement les commissions du mois d'avant, parce que rien ne présuppose, si on prend son salaire annuel, qu'il aurait eu les commissions du mois d'avant si c'était un bon mois. En revanche, présupposer qu'il n'aurait pas eu du tout de commission est un non-sens aussi. Ouais. Donc une moyenne paraît une bonne idée. Voilà, donc moi effectivement j'aurais tendance à prendre la moyenne des 3 ou des 12 derniers mois pour voir effectivement le maintien de salaire, puisqu'il est fort probable que c'est ce qu'il aurait eu s'il avait touché et du coup, s'il avait travaillé, du coup on est cohérent avec la logique et l'esprit du texte du maintien de salaire en tout cas. Alors merci beaucoup. On me pose aussi la question des jours fériés. Ça c'est un peu plus facile, là c'est tranché. Les jours fériés habituellement chômés ne donnent pas droit à l'allocation de l'État. Et je dirais qu'ils ne sont pas indemnisés au titre de l'allocation de l'activité partielle. C'est ça, c'est indemnisation. Employeur, ça reste à la charge de l'employeur. Voilà, il ne le déduit pas de l'absence, donc en fait, il le paye intégralement. C'est ça. Par contre, s'il avait dû travailler, qu'il n'est pas chômé, effectivement, là, on rentre pour le coup en compte dans les heures de chômage partiel. Par exemple, on va avoir le cas, de toute façon, on en aura plein, mais le 1er mai qui est obligatoirement chômé et payé, lui, il n'y a pas de souci, il ne rentrera pas dans le chômage partiel. Voilà, il sera payé par l'employeur. Il ne donnera pas droit à l'allocation de l'État.
Voilà. D'où l'importance effectivement pour les employeurs d'être ultra rigoureux sur leur suivi d'heures qui demandent en termes d'allocation partielle. Parce qu'on est indemnisé en heures, c'est un nombre d'heures qu'on demande. Il faut bien penser que le nombre d'heures du 1er mai ou de n'importe quel autre jour férié ne doit pas être dans mon décompte d'indemnisation. Du coup, puisqu'on est en train de parler du nombre d'heures d'absence, moi, j'ai souvent une question par rapport aux heures structurelles, par rapport au taux d'indemnisation. Comment ça se calcule? Et là, il y a aussi beaucoup de logiciels de paye qui ne sont pas paramétrés comme il faudrait a priori. Amandine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Effectivement, ça c'est un retour qu'on a de pas mal de logiciels de paye lorsque le salarié est à 39 heures, c'est-à-dire 169 heures par mois qu'on découpe dans la paye 151,67 plus 17,33, les 17h33 structurels. En fait, vous avez beaucoup de logiciels de paye qui vont avoir tendance à partir sur le même taux d'indemnisation qu'en cas de maladie, c'est-à-dire le taux horaire moyen sur 169 heures, qui est le taux effectivement qu'on utilise pour la maladie. Là-dessus, j'ai aucun problème. Néanmoins, pour l'activité partielle, le Code du travail est très clair, la circulaire de 2013 l'est aussi. On nous dit bien qu'il faut toujours ramener sur la base légale du travail ou conventionnelle, mais uniquement si elle est inférieure à la base légale. C'est-à-dire que si ma durée collective du travail est 32 heures, je ramène sur 32 heures. Par contre, si ma durée collective du travail, c'est 39 heures, je ramène sur 35 heures. Et donc, finalement, mon volume global, comme dans ton exemple de 1 600 euros, mais 2 600 euros, je ne dois pas du tout les diviser par 169 comme font certains logiciels, mais par 151,67. Et on le voit, l'impact est super important pour un salarié. Donc attention quand il y a les heures substructurelles, effectivement. Merci. L'indemnisation. Alors, quelle est l'indemnisation de l'État? Clairement, on en est où? Elle s'aligne sur le calcul de l'indemnisation du salarié, c'est-à-dire 70% du taux horaire, avec un minimum de 8,03 € qui correspond au SMIC net. Jusqu'à du coup la limite de 4,5. Voilà, et dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc ça veut dire que si j'applique l'indemnisation légale, je n'ai aucun reste à charge pour mes salaires jusqu'à 4,5 fois le SMIC. C'est effectivement très pertinent de bien préciser si j'applique l'indemnisation légale, puisque j'ai certaines conventions collectives qui font une indemnisation supplémentaire. Je pense notamment à celle des bureaux d'études techniques, la Syntec, qui prévoit conventionnellement une indemnisation supérieure. Mais il y a pas mal d'entreprises aussi qui, par accord collectif, ont choisi de faire une indemnisation supérieure. Attention, le décret est très clair là-dessus. Toute indemnisation supérieure n'est pas prise en charge par l'État, reste à la charge exclusive de l'employeur, de l'entreprise. D'ailleurs, ça me fait rebondir aussi sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure avec les heures substructurelles. On se souvient aussi que l'État, c'est maximum dans la durée légale. Les heures substructurelles ne sont pas prises en compte dans l'activité partielle de l'État. Absolument. Du coup, j'avais pensé aussi, donc là, en fait, l'indemnisation de l'État avec les 8,03 € minimum, ça me fait penser au revenu minimal, la rémunération minimale. Donc ouverte maintenant donc, au temps partiel, puisqu'avant c'était que les temps pleins, mais là, l'ordonnance du 27 mars, a priori, l'ouvre sur le temps partiel. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, l'État prend bien en charge cette rémunération minimale, puisqu'on a un complément à faire pour que le salarié gagne au moins le SMIC. Donc, alors, effectivement, moi, l'analyse que j'en ai, c'est celle-ci. Précédemment, dans l'ancienne version de l'activité partielle, la rémunération mensuelle minimale était à la charge de l'employeur. Néanmoins, quand on voit la nouvelle rédaction des différents textes et des différents renvois qui sont opérés, il y a clairement lieu de considérer que les temps partiels sont éligibles et que cette rémunération mensuelle minimale est à la charge de l'État compte tenu de la rédaction des textes. Alors, du coup, oui, alors, et si on partait sur le régime social et fiscal de toutes ces indemnités liées au chômage partiel? Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces revenus de remplacement? Donc, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est un revenu de remplacement. Donc, comme c'est un revenu de remplacement, c'est exonéré de cotisations sociales et c'est soumis à la CSG-CRDS au taux des revenus de remplacement, donc 6,20 et 0,50. Après, il y a toute la question de l'écrêtement de la CSG-CRDS. Donc, j'attendais vraiment que ça soit simplifié par l'ordonnance, mais ils n'ont pas l'air d'en parler. Donc, j'attends des ordonnances ou des décrets à venir pour simplifier un petit peu ce calcul. Donc, effectivement, puisqu'on nous dit que
que eh bien, je dois pas, entre les revenus d'activité et les revenus d'activité, donc là où j'ai travaillé, et les revenus d'activité partielle, je ne dois pas avoir un salaire inférieur au SMIC brut. Et que si jamais je me retrouve avec un salaire inférieur au SMIC brut, je dois diminuer ma CSG, ma CRDS jusqu'à arriver à mon SMIC brut, ce qui peut faire disparaître complètement ma CSG, CRDS. Donc, c'est un calcul un peu complexe qui est géré très bien par certains logiciels, moins bien par d'autres. Donc, étant donné qu'on va avoir des fins de mois un petit peu compliquées en paye, ça serait bien qu'ils nous simplifient un petit peu ce calcul. Vous l'avez peut-être vu, mais c'était un grand débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sur le régime social du supplémentaire. Certains disaient c'est 100% cotisable, d'autres disaient c'est 100% non cotisable parce que c'est du revenu de remplacement. Moi, c'est vrai que j'avais la position médiane qui était celle de la circulaire de 2013 qui disait c'est non cotisable à condition d'avoir un accord collectif, une décision unilatérale qui respecte les règles de la décision unilatérale, caractère collectif et obligatoire, j'insiste, ce n'est pas à la tête du client que je choisis mon indemnisation. Et donc, effectivement, l'ordonnance confirme la circulaire. L'ordonnance confirme très clairement la circulaire. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que j'ai un texte qui s'applique à tout le monde. C'est pas soumis à charge. Je choisis parce que j'aime bien ce salarié-là, parce qu'il m'a rendu des services, etc., de lui augmenter son indemnisation. C'est du salaire et je cotise. Très bien. Merci pour vos précisions. Alors, du coup, on a dit donc revenu de remplacement, CSG, CRDS, donc avec abattement. Oui. Comme d'habitude. Oui. Et puis, donc, ces indemnités sont imposables. Donc, elles sont dans l'assiette du prélèvement à la source. Tout à fait. Okay. Alors, est-ce que je continue à acquérir des congés payés pendant cette période d'activité partielle? Là, c'est oui. Alors, donc, il y a l'article R5122-11 du Code du travail qui nous précise clairement que c'est bien du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Il n'y a pas de débat. C'est ça, pour l'acquisition des congés payés. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à avoir du mal à comprendre. Attention, la notion de temps de travail effectif est une notion à géométrie variable selon le point sur lequel on se situe. Les congés payés, les heures supplémentaires, l'acquisition, l'ancienneté, etc. Et c'est important de toujours dire pourquoi c'est assimilé à du travail effectif. Parce que ce qui est assimilé à du travail effectif pour les congés payés ne l'est pas forcément pour l'ancienneté, ne l'est pas forcément pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc. Exactement. Donc, bien vérifier sa convention collective là-dessus. Et c'est effectivement, c'est ce que je dis aussi souvent, même dans les conventions collectives, c'est pas parce que c'est écrit que c'est du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés que ça va l'être aussi pour la majoration des heures sup. C'est clair. Tout à fait. C'était une précision très sage de Alors, est-ce que les salariés vont perdre du salaire? Oui. On a un ministre ou un journaliste très intelligent sur BFM TV et malheureusement, je pense que certaines personnes confinées chez elles regardent BFM TV et du coup, qui nous dit que l'État va prendre 84% en charge du salaire. C'est pas vraiment 84%, mais passons. Et que du coup, l'employeur indemnisera le delta aux salariés. C'est pas ce que dit le texte. Non. Ah oui. Il faut pas écouter les journalistes. Il faut pas les écouter. Voilà. Non. Donc effectivement, il y a plein de salariés qui sont convaincus, notamment parce qu'ils ont entendu beaucoup d'indemnisation à 100%, qu'ils vont avoir la totalité de leur salaire. Non, ils vont avoir 70% de leur salaire brut, base, maintien, congé payé. Ouais. Merci. C'est vrai qu'il faut quand même le rappeler finalement. Bon, après, je tiens quand même à souligner aussi que Muriel Pénicaud, elle s'améliore parce qu'au début, c'est pareil, elle disait qu'aucun Français n'allait perdre un seul centime avec le chômage partiel. Après, elle est quand même revenue là-dessus. Donc, oui, mais elle parle quand même de 84% du net, ce qui est vrai uniquement pour un salarié qui a un salaire de base sur 151,67. La réalité, quand chacun va faire son rapport, va se rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Notamment celui qui a des heures supplémentaires structurelles. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur ce 84% du net. Qui correspond à rien en fait. Mais... Déjà, d'une entreprise sur l'autre, ça peut être différent. C'est ça. Suivant la protection sociale, suivant les taux de retraite complémentaires. C'est tellement variable que ça n'a pas de sens de parler en net. Et je remercie fortement la ministre du Travail d'encourager les employeurs et les salariés à parler en net. Ça facilite notre travail de gestionnaire de paye.
Ah, il y a pas juste à appuyer sur un bouton, on paye, je comprends pas. Si, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ah oui. Tu vois. Alors, je reviens donc sur le côté arrêt de maladie, parce que là, il y a aussi pas mal de questions de ce côté-là. Donc, le délai de… Alors, on est assez clair sur l'idée qu'il n'y a plus de délai de carence pour les arrêts, pour garder son enfant, pour tous les arrêts qui sont liés au Covid-19. C'est vrai que l'ordonnance, elle ne fait pas de distinction, elle parle de les arrêts de travail. Les arrêts de travail seront indemnisés sans carence et sans condition d'ancienneté. Il n'y a pas de distinction qui est faite entre l'origine de l'arrêt de travail. Donc, ça a l'air d'être une disposition assez générale. Sauf précision d'un décret qui viendrait peut-être le préciser, mais l'ordonnance a l'air d'être… Voilà. On attend effectivement un décret. Hein. C'est effectivement ça, puisque… alors moi, je ne suis pas sûre que le décret le précisera à ce point-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on attend le décret, parce qu'effectivement, Muriel Pénicaud nous a dit que tous les salariés auraient le droit, entre guillemets, à 90% de leur salaire net. Or, la loi de mensualisation, c'est 90% du salaire brut. Il ne faut pas tellement confondre le brut et le net, Madame Pénicaud. Première chose. Et la question, c'est ce qu'elle a dit tout le long de l'arrêt. Tout le long de l'arrêt, c'est pour l'instant pas du tout ce que prévoit l'article du Code du travail, l'exploit de mensualisation. Hein. Ça dépend de l'ancienneté du salarié, les fourchettes d'indemnisation. Donc, on attend le décret pour savoir comment il va s'appliquer. Ah oui. Par rapport au jour, effectivement, hein, moi aussi, on me posait déjà cette question. Si ça dure, les 90% deviennent 66,67%. C'est ça. C'est pas la même. Hein, donc, Et puis, donc, du coup, il n'y a plus de délai de carence. Donc, les 7 jours, hein, même pour le maintien employeur, là, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Il n'y a pas de maintien employeur. Donc, pour le légal, convention collective, j'ai une condition d'ancienneté, une carence, mais un maintien à 100%. Je dois comparer ma condition d'ancienneté, ma carence et mon maintien à 100% à ce qui est prévu par le Code du travail, la carence du Code du travail, l'ancienneté du travail et l'indemnisation du Code du travail. Est-ce que le congé pour garder son enfant peut être fractionné ? Oui. Bon, là, il n'y a pas de souci, effectivement. Donc, on va faire autant de DSN événementiels ou d'attestations que nécessaire. On a vraiment le droit de fractionner notre arrêt. Est-ce qu'il y a un effet rétroactif de la demande de la directe ? Ah bon, ça, c'est bien aussi. Ça a été précisé. Demande d'activité partielle. C'est de la directe. Oui. Comment ça se passe ? Oui et non. Oui, si je suis dans les deux cas de figure qui me permettent effectivement d'avoir ce délai de 30 jours, puisque contrairement à ce qu'on s'attendait, tout le monde le sait, hein, l'activité partielle, c'est 5 critères, la conjoncture économique, l'approvisionnement, les travaux, etc. et toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Or, effectivement, le délai de 30 jours ne vaut que pour 2 cas de figure sur les 5. Donc, attention, quand je fais ma demande d'activité partielle, d'être bien dans ces cas de figure-là, parce que sinon, je ne pourrais, en tout cas à la lecture des textes, pas jouir de cette particularité des 30 jours. Et c'est quoi les 2 cas de figure alors ? Le troisièmement et le cinquièmement, c'est en cas de suspension due à un sinistre ou à des intempéries ou en cas de circonstances de caractère exceptionnel. Donc, si j'utilise par exemple les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ou la conjoncture économique, ces 2-là ne sont pas éligibles au délai de 30 jours. Hein. Je pensais aux catégories de salariés. Si on fait un petit point là-dessus, qui ouvre droit, qui ouvre pas droit, parce qu'en plus on a l'ordonnance du jour là, du 27 mars donc, qui vient changer quand même certaines choses. Là, les cadres dirigeants ouvreraient droit maintenant à l'activité partielle, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, c'est précisé de manière plus subtile dans l'ordonnance, mais c'est précisé que tous les salariés qui n'ont pas de décompte durée du travail sont désormais éligibles, ce qui est typiquement le cas des VRP. Et c'est pour ça que les VRP, les multicartes étaient exclus et parce qu'ils n'avaient pas de durée du travail. Donc maintenant, c'est la petite phrase qui dit qu'ils sont inclus. Comment ? Wait and see. Voilà. Et donc, sinon, tous ceux qui sont salariés avec un contrat de travail dit de droit français, donc les apprentis, ils en font partie, les contrats pro aussi. Par contre, pas les stagiaires, du coup. Ils ne sont pas salariés. Donc, voilà. Ils sont pas salariés. Toujours pas le mandataire social, alors, qui a un salaire, mais qui ne cotise pas au Pôle emploi et qui n'a pas de contrat de travail. Lui, il n'est pas éligible. Et ça, c'est bien de le souligner puisque j'avais la question encore hier. Ce n'est pas le mandataire social en tant que tel, c'est la femme du mandataire social qui est secrétaire. Néanmoins, après questionnaire Pôle emploi, compte tenu de ses délégations de signature, etc., on a estimé qu'elle n'était pas salariée. Donc, elle n'est pas salariée. Donc, comme elle n'est pas salariée, elle ne cotise pas à Pôle emploi. Elle non plus n'est pas éligible à l'activité partielle puisque assimilée mandataire social. Exactement. Ok. Et puis,
plus qu'on parlait là des contrats pro apprentis, à noter quand même que donc c'est pareil, je crois que c'est la dernière ordonnance qui nous dit que donc leur rémunération nette à eux, ça va pas être 8,03, c'est en pourcentage de leur SMIC à eux. Mille merci et bon week-end les filles. Merci beaucoup à toi Sandrine. Allez, au revoir Amandine. Merci, au revoir.